c'est quelqu'un, vous êtes devant la glace, quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Pourtant, vous étiez habitué. Eh ben non. Les cheveux deviennent clairsemés, le frappé de soleil, les coups de soleil parce qu'il y a un peu de protection. Enfin voilà. Et donc, et puis sur le plan familial, ben, les enfants s'en vont. Et puis vous avez chez les filles, c'est la ménopause hein, qui arrive, avec des coups de chaleur, quand il y a l'humidité, l'irritabilité, il peut y avoir des adaptations un petit peu compliquées. Et puis il y a aussi la mise à la retraite. Donc un beau matin, il y a les copains qui se réunissent, qui vous font une petite fête, qui vous offrent un matériel de pêche, et puis qui vous disent, ben, jusqu'à présent, tu étais super, mais demain, tu as le droit d'aller à la pêche. Et alors donc, vous souriez, vous embrassez tout le monde, et puis le lendemain, vous êtes en face de votre conjoint 24 heures sur 24, c'est déjà beaucoup moins drôle. Et puis vous vous dites, mais je sers à quoi moi? Je ne sers plus à rien. Et surtout les hommes qui commencent à surinvestir dans leur statut social, ils sont extrêmement déprimés par cette mise à la retraite. Extrêmement déprimés. Parce que l'identité sociale, à ce moment-là, est littéralement décapitée. Alors, ils vont développer des attitudes compensatoires. Alors, il va y avoir soit le repli sur soi, soit au contraire des gens qui surinvestissent dans tout un tas d'activités. Soit, alors ça c'est très français, la chasse aux médailles. C'est-à-dire, ils disent, non mais attendez, moi j'ai eu un parcours extraordinaire, je veux la médaille du mérite, la médaille du machin. Et donc pour les psychologues, la chasse aux médailles, on considère que c'est la sexualité des vieillards. C'est vrai. Il y a à l'époque, dans les années 50, il y a un Anglais qui a publié un bouquin sympa qui s'appelait Les carnets du Major Thompson. Et en fait, il raconte sa vie en France. Et alors, il dit quand vous rencontrez un Français, quand vous lui citez un, vous lui dites bonjour Monsieur le Président. Il dit il y a à peu près 100 millions d'associations en France, donc forcément le Français qui est en face de vous, il est président de quelque chose, donc vous lui faites plaisir, bonjour Monsieur le Président. Et vous avez je ne sais pas si vous avez remarqué, en France, les gens ils ont toujours des petits rubans, des Galeries Lafayette, etc. C'est les rubans des décorations qu'ils ont. Il y a même des médecins, ils font apparaître les symboles des décorations qu'ils ont sur leurs ordonnances. Il faut le faire. Hein. Alors c'est un signe d'impuissance. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de transcender la perte de puissance en passant à un autre niveau. Je suis plus bon à rien, mais j'ai été bon quand même. Voilà, et alors c'est amusant parce qu'en homéopathie, donc c'est tous les remèdes du pot-de-cœur, on verra ensemble. Et en fait, c'est les mêmes remèdes des troubles de la puberté et des troubles du troisième âge. C'est les mêmes remèdes. Mais bien sûr qu'ils vont présenter des symptômes de façon différente, mais c'est les mêmes symptômes. Et donc, quelque part, le vieillissement, c'est une puberté à l'envers. Parce que justement, la puberté, c'est la mise en place de la sexualité, le vieillissement, c'est l'abandon de la sexualité, etc. Il y a une véritable image en miroir. Et puis, évidemment, il y a le quatrième âge. Alors, le quatrième âge, on va retomber sur des problématiques d'adaptation, et là, le corps et l'esprit ne s'adaptent plus, et donc on va retomber sur des remèdes oedipiens. Et d'ailleurs, un des symptômes typiquement du vieillissement mental, c'est le non-contrôle des pulsions. Hein, c'est le notaire ou le professeur de faculté qui va aller dîner avec ses copains et puis il va mettre la main aux fesses de la serveuse, par exemple. C'est parce que au niveau cérébral, ça commence à devenir un peu déliquescent et il ne contrôle plus ses pulsions.
c'est pas un acte, je dirais, sexuel transgressif, hein, c'est un symptôme de perte de contrôle. Voilà, est-ce que ça vous intéresse ce que je vous ai dit là? Par rapport à la retraite, je reste intriguée en observant, enfin en rencontrant des collègues de travail qui craquent, mais très méchamment, avec la mort, avec l'infarctus, etc. Oui. Qu'est-ce qui s'effondre là? C'est que d'ordre, enfin l'ordre psychologique, oui, je vois bien, mais est-ce que ça correspond à une espèce de palier Alors, c'est leur image sociale qui s'est effondrée, sur laquelle ils ont appuyé leur identité. C'est-à-dire les gens qui ont une identité fragile, donc il y a 3 stades, c'est ce qu'on appelle les 3 stades préoedipiens. Narcissique, oralité, analité, phallique. Et notre personnalité est appuyée sur ces 3 niveaux-là. Hein, donc poumon, foie et rein. Et d'ailleurs, foie et rein, ça correspond au cerveau rectilien, c'est nos réflexes de base. Je mange, je survis, je me défends, etc. Et puis après, c'est de la construction sociale. Je suis apte à la vie sociale, je me développe, je trouve ma place, etc. Et donc là, en fait, on a décapité leur adaptation sociale. Et ils le vivent mal quand leur identité personnelle est elle-même fragile. Tu comprends? Parce que si tu as une identité personnelle forte, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu as envie de faire, tu as des valeurs, etc. Le fait de te mettre à la retraite, c'est pas grave, tu vas faire autre chose. Hein, tu vas te faire plaisir, tu vas te tourner vers les autres, etc. Donc la vie continue. Et si tu as une identité personnelle fragile, tu as surinvesti dans ton identité sociale, et le fait qu'on te la termine, ben ça te renvoie sur un vide et tu es très mal. Je vois un BMS avant d'arriver à l'âge de la retraite, Oui. pour accompagner ce passage. Oui. Ça se fait. Oui, de toute façon, et puis il faut écouter les gens, il faut parler. Il faut parler. Alors j'ai une histoire très rigolote que je raconte souvent. J'ai un type qui vient me voir. Il me dit, voilà, j'ai une petite entreprise, j'ai une dizaine d'employés, j'ai 2 camions, mais j'en ai marre, je suis en burn-out, et puis alors tout le monde me fait chier, mes employés me font chier, le boulot ça m'intéresse plus vraiment, j'ai le contrôle du travail qui est sur les reins, j'ai les impôts, j'ai le machin, c'est une vraie galère. Donc j'ai mis mon entreprise en vente, j'arrête. J'ai dit c'est très bien, super. Et puis il revient me voir l'année d'après, il me dit c'est l'horreur, je suis à la retraite, j'ai la gueule de ma femme sous les yeux 24 heures sur 24. Bon. Alors j'avais envie de dire que madame elle devait en avoir autant pour lui, mais enfin. Et alors il dit je déprime complètement. Je lui ai dit écoutez, vous savez quand même, là vous êtes à l'âge de la retraite, donc il va falloir vous réinvestir. Il va falloir vous réinvestir dans une vie personnelle, et donc vous allez réfléchir à ce qui vous fait plaisir dans la vie. Et ce qui nous fait plaisir dans la vie, en général, c'est ce qui nous faisait plaisir quand on était enfant. Donc on va retrouver les plaisirs d'enfance. Si on aimait faire du vélo, on va faire du vélo. Si on aimait la montagne, si on aimait élever des oies, ben on va élever des oies. On va retrouver les plaisirs de l'enfance, hein, se faire plaisir. Et puis, il faut se tourner vers les autres, il faut se sentir utile. Je n'ai pas dit forcément être utile, mais se sentir utile, c'est-à-dire se valoriser par le don de soi qui vous renvoie une bonne image. Je dis, il faut se sentir utile. Et puis je dis, quand même, on est dans une société, il faut se sentir utile, ça passe par les associations, ça passe par plein de choses. Et donc, vous allez donner un peu de temps, et puis vous allez voir que vous allez faire plaisir à tout le monde. Ah, il dit, ouais, je vais réfléchir à ça. Il s'en va. Là, il revient 1 an après. Il dit, c'est l'horreur. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben, il dit, j'ai suivi votre conseil. Donc j'ai été à la banque alimentaire à Annecy. Donc la banque alimentaire, c'est une
une société qui s'occupe de récupérer les invendus et la surproduction, et puis de les distribuer au Resto du Cœur, etc., aux gens nécessités. Et bon, je suis arrivé, alors je leur ai dit que j'avais 2 ou 3 après-midi libres, donc je pouvais rendre service. Et puis très vite, ils ont compris que j'étais un ancien chef d'entreprise, donc je connais la gestion, je connais le plan du travail, je connais la logistique, etc. Au bout d'un an, alors je suis à plein temps, je suis le directeur de la banque alimentaire, donc j'ai 50 employés, j'ai 10 camions, et je fais tout ça gracieusement. Et des fois c'est difficile la retraite. Hein. Difficile. Hein. Donc on doit, c'est comme à la puberté, hein, on doit se poser la question de pourquoi on est sur Terre et qu'est-ce qu'on a envie de faire, à quoi on sert. Il y a des réinvestissements affectifs aussi qui se font. C'est un âge où on divorce beaucoup et même si on a l'impression d'être rangé des voitures. Puis il y a les gens au contraire qui ne veulent pas divorcer. Alors ils vivent côte à côte, ils se font la gueule 24 heures sur 24, ils ne se parlent plus, mais ils ne veulent pas divorcer. Voilà, donc c'est difficile. C'est comme à la puberté, il y a vraiment des réinvestissements affectifs, des réinvestissements d'intérêt qui sont intéressants. Et puis je vous dis, 4e âge, eh ben, on va arriver dans une désadaptation progressive qui va faire que l'audible va être mis à mal et les pulsions vont être pas forcément bien gérées. Donc on va avoir des troubles de mémoire, des troubles du comportement, et puis des problèmes même d'idéation, des tremblements, des tics, enfin tous les symptômes de la rate. Autre question ? Non ? Alors, quand vous avez quelqu'un qui vient dans votre cabinet, c'est très utile de savoir ça. Hein. Le type, il vient, il dit « je suis restaurateur ». Il dit « je suis comptable ». Il dit « je suis pompier ». Je suis militaire. Il vous dit je suis babacool, joueur de flutio. Je reviens de Katmandou, vous voyez. Il n'est pas sur Terre, il n'est pas incarné. Donc vous savez déjà où ça se passe et quel type de remède vous allez amener, quelles questions vous allez poser et quel type de remède vous allez amener à prescrire. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'Oedipe? Parce que l'Oedipe, c'est quand même un moment charnière de la croissance des enfants. Et là, il y a 3 situations fondamentales. Donc, l'Oedipe, vous avez trois cas. Premier cas, l'enfant a compris ce que c'était l'Oedipe. Alors, on représente l'Oedipe un peu comme une cocotte minute. Il y a du feu sous la cocotte minute. Et la cocotte minute, elle a un couvercle. Comme ça. Et puis, elle a un petit sifflet. Vous avez tous connu la cocotte minute. Alors, le couvercle de la cocotte minute, on appelle ça le surmoi post-oedipien. SPO. Surmoi post-oedipien. Et en fait, on a tous des pulsions. Et ces pulsions, elles nous poussent à faire tout un tas de choses. Mais il faut qu'il y ait un couvercle qui va trier les choses qu'on a le droit de faire, les choses qu'on n'a pas le droit de faire, les choses qui sont intéressantes à faire, les choses qui ne sont pas intéressantes à faire. Et donc, on va gérer ces pulsions par le surmoi post-oedipien. Mais il y a des enfants qui ont mal construit leur couvercle, pour tout un tas de raisons. Et donc, ce couvercle, il ne fonctionne pas bien, et puis il y a des fuites surtout. Et les fuites, c'est les symptômes qui se présentent. C'est les symptômes comportementaux qui indiquent que le surmoi post-oedipien est trop
est mal construit. C'est des fragilités. Et c'est des fragilités qui vont intéresser donc la phase narcissique, la phase d'oralité, la phase d'onalité ou la phase phallique. Alors les enfants qui ont bien construit l'Oedipe, comment on les appelle? On les appelle les névrotiques. Alors c'est amusant parce que en psychologie, névrotique, ça veut dire normal. Névrotique, ça veut dire normal. Ça veut dire que vous avez une juste vision de la réalité. Si vous avez une juste vision de la réalité, vous êtes normal. Et surtout de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit. C'est-à-dire vous êtes in the box. Vous êtes dans la boîte du réel et vous êtes capable de gérer votre vie à peu près correctement. Mais en fait, même si vous êtes normal, vous avez mis en place votre couvercle, sûrement post-lutien, il peut y avoir des failles. Il peut y avoir des failles. Et en fonction des failles, vous allez présenter des symptômes psychiatriques, plus ou moins graves, plus ou moins validés. Alors, si vous avez une oralité qui n'est pas contrôlée, ça va donner des attaques de panique. Donc, oralité, attaque de panique. Vous savez ce que c'est, les attaques de panique? Les phobies? Ah non, c'est une attaque de panique. Les angoisses. C'est une espèce de bouffée d'angoisse qui fait, qui paralyse. Et souvent sans cause aucune. C'est toujours dans un contexte un peu particulier, mais il n'y a pas forcément d'événement déclencheur. Et il y en a, moi j'ai des patients, attaque de panique, ils s'arrêtaient au bord de la route, ils étaient incapables de continuer à conduire. Il fallait attendre une demi-heure pour qu'ils reprennent leurs esprits. Attaque de panique. Ça existe. L'analité, on va voir, ça va se développer sous forme de phobie. Alors il y a des gens qui ne supportent pas certaines situations. Il y a des gens, ils sont mal à la montagne, ils sont mal même, il y en a même, ils sont mal dans des grandes places, avec la phobie des espaces ouverts. On leur dit, traverser la place, bon alors oui, alors ils vont traverser la place, mais en suivant le long des immeubles. J'avais un copain, il avait une phobie, il ne pouvait pas rentrer dans les tunnels. Alors il conduisait, et puis quand il rentrait dans un tunnel, il ne supportait pas, il fermait les yeux. Non. Alors en Suisse, ça peut être invalidant. Alors je me rappelle, il avait passé le Gothard, il avait passé par la montagne, tu vois, il ne pouvait pas passer le plus loin, il ne supportait pas. Voilà, ça c'est phobie. Bonjour. Alors ensuite, vous avez analité plus phallique, ça donne des obsessions. Alors les obsessions, c'est un phénomène psychiatrique qui fait que progressivement, ta pensée est envahie par une idée unique. Et donc, progressivement, alors on a tous des traits obsessionnels, je vous rassure, c'est ce qu'on appelle des manies. On a tous des manies, qui sont des traits obsessionnels. Alors, ça peut être, par exemple, de croire que parce que vous avez une patte de lapin dans la poche, il ne vous arrivera rien, c'est une espèce de manie. Plus fréquent, c'est des tocs de nettoyage. C'est des gens qui passent leur temps à tout nettoyer. Et j'ai eu comme ça un patient assez extraordinaire. Le type vient, il dit voilà, je suis ingénieur. Enfin, j'étais ingénieur parce que maintenant je suis à l'AI. Et je viens vous voir, c'est mon pharmacien qui m'envoie. Alors, vous savez, quand un pharmacien envoie un patient, c'est exceptionnel. Alors je dis, mais pourquoi il nous envoie? Parce que je lui achète les savonnettes par caisse. Par caisse. Ah bon?
dis, mais expliquez-moi. Alors il me dit, ben voilà, je me lave toute la journée. Ah bon? Alors je dis, ben expliquez-moi votre journée. Ben, il dit, c'est facile, je me lève, je me regarde dans la glace, comme ça, puis je vois que je suis seul. Je me déshabille, je remets mon pyjama, je me précipite sous la douche, et puis il dit, oui, par exemple, au niveau du visage, j'ai identifié 18 zones. Alors je commence à nettoyer la première, puis j'arrive à la 18e, déjà la première n'est pas terrible, alors je recommence. Et puis vers 9h, je suis épuisé, donc je me sèche, je vais prendre mon petit-déj, et puis dès que j'ai pris mon petit-déj, je sens que de nouveau ça va pas, alors je me remets sous la douche, etc. Et puis ça dure toute la journée jusqu'à 22h, et puis 22h il est épuisé, il se couche. Alors je me dis évidemment c'est un peu invalidant, je comprends qu'on nous ait mis à la lit et tout. Alors j'essaie de me faire parler un peu de sa mère, c'est un problématique de la réalité phallique, hein, donc comment il gère les choses, comment ça se met en place. Puis surtout, il me dit, vous êtes le 3e praticien homéopathe que j'ai vu, et à chaque fois ça m'a aggravé terriblement. Il dit, le premier il m'a donné Tuya c'est un grand maître de rate d'obsessionnalité, il dit ça m'a aggravé de façon bizarre. Et puis le deuxième, il m'a donné l'usinum, qui est un nosode qui est un nosode qui a des tics en particulier de nettoyage. Il dit j'ai pris l'usinum, ça m'a aggravé. Merde alors. Qu'est-ce que je vais lui donner? Alors, je reprends tous ces symptômes. Et puis je lui trouve un remède, comme ça je vais laisser celui-là. Puis je lui donne son remède, je lui dis voilà, puis vous me rappelez. Dans une quinzaine de jours, vous m'appelez, on va voir ce que ça donne. 15 jours après, il m'appelle, il dit ah, docteur Henri, je suis très content de votre remède, ça m'aide beaucoup. Ah bon? Je dis alors, vous l'avez moins? Ah non, pas du tout, non, mais j'ai récupéré de l'énergie et maintenant je frotte beaucoup plus fort. C'est les obsessions. Et puis alors, le stade phallique, vous avez le grand symptôme psychiatrique, c'est la dépression. Parce que dans le pôle-rein, vous avez la surrénale, donc l'épuisement surrénalien, le stress, la mise en tension permanente, ça aboutit à des phénomènes dépressifs. Il n'y a pas de dépression sans épuisement des organes pôle-rein. Et sans problématique phallique à évoquer. C'est-à-dire, c'est moi face à la société, face aux autres. Et puis, chez les névrotiques, il y a aussi l'identité sociale. Cœur. L'identité sociale, cœur, ça donne quoi en termes de névrose? Ça donne l'hystérie. C'est-à-dire, je veux qu'on me regarde. Ça vient du hystérion, qui veut dire l'acteur, en grec. Donc, ce sont des gens qui se mettent en scène en permanence. Alors bon, on a ça, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont ces traits hystériques, bien sûr dans le showbiz, mais également chez les politiques, chez tout un tas de gens qui se jouent, alors qui se la jouent, qui se la pètent, comme on dit. Et alors ce qui est caractéristique de l'hystérie, c'est que c'est le fait de se montrer, mais c'est réfléchi, c'est travaillé. Oui, par exemple, le gars, il va s'acheter une Harley Davidson. Pourquoi il s'achète une Harley Davidson? Parce que c'est lui qui a la plus grosse entre les jambes, c'est ce que je veux dire. Et puis il va s'acheter un blouson en cuir avec des franges. Et puis il va s'acheter un bonnet avec une grande queue de renard. Il va mettre la queue de renard sur une antenne. Et puis il va passer à Morges dans la grande ronde. Ça c'est hystérique. C'est typiquement hystérique. C'est regardez-moi.
Bon, il y a beaucoup de nanas hystériques aussi. On en connaît. Avec des tenues complètement improbables. Pour qu'on les regarde. Mais bon, c'est pas grave, dans une certaine mesure, c'est pas grave, parce qu'ils ont quand même compris qu'il y avait une réalité sociale, et quelque part, ils sont quand même adaptés à cette réalité sociale. Et puis, à l'opposé, vous avez les psychotiques. Les psychotiques, ce sont des enfants qui n'ont pas compris l'Oedipe, les 3 facteurs de l'Oedipe, et donc qui sont incapables de s'insérer dans une vision sociale des choses. Ils ne comprennent pas le monde. Il n'y a pas d'affectif sexuel, puisqu'ils n'ont pas bien fait la différence des sexes. Ils n'ont pas compris. La différence des âges non plus, et puis surtout, ils sont incapables de retenir leur pulsion. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont dangereux, parce qu'ils sont capables, sans raison, de prendre le couteau puis de nous ouvrir le ventre. Ou de se prendre pour un oiseau puis de sauter par la fenêtre. Pourtant, c'est le premier étage, c'est pas grave, mais après, c'est plus compliqué. Donc, les psychotiques, on a tout un tas de problèmes psychotiques. Alors, chez les tout-petits, c'est les autistes. Alors maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est extrêmement fréquent. Et on appelle ça les pathologies du spectre autistique. Pathologie du spectre autistique. Et ça comprend les Asperger. Les Asperger, c'est des formes légères d'autisme. C'est des gens qui sont généralement très intelligents ou intelligents, mais qui ont une relation au monde et aux autres, qui ont une relation aux autres qui peut être compliquée, avec une mise à distance. Alors, il y a tout un tas de savants qui en fait sont des Asperger. Par exemple, on a parlé d'Einstein, qui avait des traits d'Asperger. Il y a un célèbre prix Nobel d'économie comme ça, qui était Asperger aussi, et qui a même terminé psychotique enfermé. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, loin de là, mais ils sont relativement inaptes à la vie sociale. Autistes, un petit peu plus âgés, on parle de schizophrénie, schizo. Alors là aussi, il y a différentes formes, avec toujours une difficulté de rapport à l'autre et à la société. Et puis après, on a des formes, chez l'adulte, on a des formes paranoïdes. Alors les paranoïaques, c'est des gens qui croient que les autres leur en veulent. Et qui sont en conflit avec le monde parce que les autres les regardent, les autres les surveillent, le monde est méchant, etc. Alors on peut être névrotique avec des traits paranoïdes, mais les vrais paranoïdes, c'est extrêmement dangereux. Et puis surtout, ça peut déboucher sur des pulsions agressives. Et puis, il y a des délires, il y a des accès délirants, délires. Il y a des délires schizophréniques. Et il y a des gens, tout d'un coup, on les retrouve à poil dans la rue, en train de se prendre pour Napoléon, etc. Des délires psychotiques. Et puis vous avez également une forme tout à fait particulière qui est la psychose maniaco-dépressive, encore appelée la bipolarité. Bipolaire. Alors, il y avait un dessin humoristique amusant, il y avait une pile qui était sur un divan de psychanalyste comme ça, et puis qui disait « je suis bipolaire ». C'est mignon. Et qu'est-ce que c'est la bipolarité? C'est un trouble psychotique, souvent qui n'est pas du tout évident, mais qui va se manifester, parce que ça n'affecte pas les fonctions d'intelligence, ça affecte les fonctions d'affectivité. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont un fond de dépression, donc la vie les intéresse moyennement,
Mais pour éviter cette dépression, ils vont s'exciter à monter des choses, à faire des choses. Et donc ils ont des phases où ils ont ce qu'on appelle des accès maniaques, et puis des phases de dépression. Alors, il y en a certains, ils ont des dépressions très longues avec des petits accès maniaques, et il y en a d'autres, au contraire, ils ont des accès maniaques presque en continu. Alors, ça prend des formes tout à fait particulières. Par exemple, on en a souvent des bipolaires, on les dépiste souvent dans le surendettement, par exemple. C'est des gens qui d'un coup disent tiens, j'ai envie de m'acheter une Ferrari. Donc ils s'achètent une Ferrari. Mais encore, si s'acheter une Ferrari, c'est négociable. Ça pourrait se revendre et tout, mais ils ne s'achètent pas qu'une Ferrari, ils s'achètent un immeuble et puis ils se retrouvent. En général, ils se retrouvent pas seulement en commission de surendettement, mais ils se retrouvent au tribunal. Parce que vraiment, là, ils ont été trop dedans. En fait, c'est une maladie psychiatrique. Et il y en a un, on en a un en France qui a été merveilleux, comme ça. C'est un type, il avait une petite villa, comme ça, au bord de la route, et puis il trouvait qu'il n'y avait jamais personne qui venait. Et puis il s'est dit, je vais faire venir une autoroute devant chez moi. Et alors il a été à la préfecture, il a piqué une liasse de papier en tête de la préfecture. Et puis il a lancé des appels d'offres pour construire l'autoroute. Et ça a duré 3 mois, il recevait des gens, il faisait des audits, etc. Et puis ils l'ont arrêté, il y avait les bulldozers qui étaient devant chez lui pour commencer l'autoroute. Ah ouais, c'est une histoire de fou, hein, c'est ce que je veux dire. Bon, les psychotiques, ça veut dire qu'ils sont fous. Hein. Psychotique égale fou. Donc névrotique égale normaux. Psychotique égale fou. Alors méfiez-vous des psychotiques. Rappelez-vous que le psychotique, le problème avec le psychotique, c'est qu'ils ne gèrent pas leur pulsion. Donc, ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut être des pulsions agressives envers vous, ils racontent des histoires, ils font n'importe quoi. J'ai complètement saisi pour les neurotiques. Oui, névrotiques. Névrotiques. Le lien avec les organes, à quel organe ça correspond? Oralité, c'est l'attaque de panique. Oralité, c'est foie. Analité, c'est foie. C'est vésicule biliaire. Ça, c'est entre foie et rein. Phallique, c'est rein. Et identité sociale, c'est cœur. Hystérie, académie, je vous dis ça, ça correspond au remède, ça correspond aux problématiques des psychosomatiques qui vont présenter. D'ailleurs, souvent hystériques, ils ont souvent des troubles de rythme, ils ont des poussées d'hypertension, tout un tas de choses. Alors les psychotiques, c'est rate. Hein. Psychotique, c'est rate. La rate, vous verrez, c'est la pensée logique, c'est le DIP, c'est la pensée logique. Et là, la rate n'a pas été construite, c'est pas qu'elle est cassée, elle n'a pas été construite, et donc il n'y a plus de pensée logique. Donc ça part dans tous les sens. Et ce qui caractérise les psychotiques, tous, c'est ce qu'on appelle le clivage. Le clivage. C'est-à-dire qu'ils ont une partie de leur cerveau qui fonctionne sur un mode logique, et puis ils ont une partie qui est une partie imaginée, qui est illogique. Et la difficulté du diagnostic et de la gestion de ces gens-là, c'est qu'ils basculent de l'un sur l'autre plus ou moins sans arrêt. Et ils sont capables de donner le change très longtemps. Ils sont capables de raisonner tout à fait sainement, etc. Et puis le moment d'après, ils vont se lancer dans un truc qui leur véhicule la tête. Donc c'est difficile. Alors généralement, on sait qu'ils sont psychotiques, et même ils vous le disent. Et donc le problème, donc les psychotiques, ils sont connus et ils sont surveillés, c'est-à-dire ils ont un psychiatre de référence, et puis ils ont des soins, ils ont un dossier, etc. Et donc on va les encadrer. Donc c'est des gens qui peuvent avoir une vie relativement normale, mais qui ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin de références, ils ont besoin de gens qui s'occupent d'eux. Et puis, en général, on leur fait
ils ont un travail protégé, ou ils ont un suivi médicalisé qui leur permet d'avoir une vie à peu près normale, et même d'être relativement heureux. Et puis il y a des bipolaires. Alors les Asperger, bon, ils peuvent avoir une vie brillante. Les bipolaires, il faut savoir que la plupart des dirigeants politiques du monde étaient bipolaires. Hein. Alexandre le Grand était bipolaire. Il avait des symptômes de bipolarité tout à fait évidentes. Hein. Quand il était en phase maniaque, il tuait ses généraux. Hein. Notre ami Churchill était bipolaire. Il avait des phases de dépression majeures. Il se retirait du monde, il peignait, il ne voulait plus voir personne, etc. Puis il avait des phases maniaques où, contre toute attente, il prenait des décisions qui ont sauvé l'Angleterre d'ailleurs. Staline était un bipolaire paranoïde. Il a tué plus de généraux russes que l'armée allemande. Ah oui, c'était un bipolaire paranoïde. Donc si vous voulez, ça n'empêche pas, les psychotiques, ça ne les empêche pas d'avoir une vie sociale, mais quand même, il faut le savoir, il faut les encadrer. Alors au cabinet, il faut savoir que vous pouvez soigner ces gens-là pour des hémorroïdes ou autre chose, hein, mais que fondamentalement, cette fragilité reste, le clivage existe et ils peuvent décompenser. Donc il faut toujours faire attention et il faut avoir une ambition qui est modérée dans votre traitement. Vous les sortirez pas de la schizophrénie, vous allez leur permettre d'adapter leur psychose, mais le DIP n'a pas été construit pour des raisons X, Y, Z, hein, parce que ça reste extrêmement mystérieux la mise en place des psychoses. Et on ne peut plus reconstruire le DIP après coup. Non, le DIP n'a pas été construit. C'est pas reconstruire, il n'a pas été construit. Et on ne peut pas le construire après. C'est de l'enfance ou rien. Non, tu vas adapter leur vie pour qu'ils aient une vie normale, qu'ils soient heureux, qu'ils soient plus ou moins socialisés, mais il faudra les encadrer. Ils restent fragiles. Voilà. Alors, là aussi, je vais vous raconter une petite histoire intéressante. J'ai un patient qui vient me voir, il me dit voilà, je viens me voir, j'ai plus de digestive, la langue blanche, ça va pas, je suis fatigué, puis voilà, d'accord, bien sûr. Et puis je suis psychotique, très bien, et je suis au neuroleptique. Alors les psychotiques, on leur met des neuroleptiques qui sont des médicaments qui leur permettent d'avoir une vie sociale, parce que c'est des médicaments qui calment les pulsions. Donc ils sont plus dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Et à ce moment-là, ils se mettent à raisonner logiquement, et donc ça limite les phénomènes de clivage. Donc il dit, je suis au neuroleptique, et donc ça va bien, j'ai un boulot, je vais bien, mais bon, digestivement, et puis j'ai pas trop de morale, et ça, bon, alors je dis ok, et puis je lui mets en place un petit traitement, je lui fais un bilan, puis au bout d'un an, je l'avais vu 2 ou 3 fois, il revient, et puis il me dit, ça va super bien, je suis content, et tout, c'est super, merci. Et puis il me dit, maintenant je voudrais arrêter le neuroleptique. Je dis oui, bien sûr, oui. Mais enfin, je voudrais quand même avoir l'avis de votre psychiatre quand même. Bon, il dit oui, bien sûr, ça paraît logique. Alors je décroche le téléphone, psychiatre, allô, cher confrère. Alors voilà, vous savez sans doute que je soigne en parallèle monsieur machin, oui. Et comment le trouvez-vous? Il dit, il est pas mal, hein, actuellement, c'est vrai, il se plaint plus de grand-chose, il est bien, je pense que vous allez travailler sympathiquement et tout. Je dis, alors là, il est avec moi et il voudrait arrêter les neuroleptiques. Oh, il dit, j'ai rien contre, mais enfin, vous devez savoir que la dernière fois qu'il a arrêté les neuroleptiques, il a attaqué la gendarmerie avec un fusil à pompe. Bon, on va peut-être les garder. Là, vous avez une responsabilité quand même. Donc, il a gardé ses neuroleptiques. Donc, c'est un peu la limite quand même de nos thérapeutiques, les psychotiques. Alors, les psychotiques, ça représente quand même pas loin de 5% de la population. Ce qui est énorme. Donc, c'est pas rare, loin de là. Vous en verrez. Dans votre cabinet, vous en verrez plein. Alors, il y en a qui vous le disent et qui jouent carte sur table, il y en a qui ne vous le disent pas. Et puis, il y en a qui ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas été dépistés.
Alors j'en ai une par exemple actuellement, là, elle était dépressive au long cours, et puis il n'y avait rien qui marchait sur sa dépression. Et puis elle a eu un accident d'avion. Et elle s'en est sortie endommagée mais vivante. Et puis sur son accident d'avion, elle a fait un accès maniaque. Et c'est là tout d'un coup on a compris, merde, elle n'est pas dépressive, elle était bipolaire. Et en fait, c'est l'opposition, si tu veux, de la dépression et de l'accès maniaque qui nous a permis de faire le diagnostic. Et alors, il y a des gens qui sont entre les deux. Et on les appelle les borderline, ou état limite. Alors, c'est des gens qui, ils ont bien compris ce que c'était que le DIP. Ils sont intelligents. Ils ont bien compris ce que c'était que le DIP, mais ils disent, mais ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont bien compris qu'il y avait une boîte, mais eux, ils sont out of the box. Il y a un groupe, je crois, qui s'appelle Out of the Box. Hein. Il y a un groupe de musique. Voilà. C'est-à-dire que ils vont défier, ils vont explorer tout ce qui est en dehors de la boîte, c'est-à-dire tout ce qui est interdit. Donc ils vont explorer l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité. Ils vont explorer les rapports, la pédophilie, les cougars, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, au niveau des pulsions, eh bien, ils vont explorer tout ce qui n'est pas habituel. Et donc, ça va être des gens un peu particuliers et a priori créatifs. Parce que justement, ils ne sont pas limités par la bien-pensance. Le côté bien-pensant de l'Oedipe. Et donc, ils vont chercher ce qui est interdit aux autres. Et alors, on a un très, très bel exemple qui vient de décéder, c'est Lagerfeld. C'est un type absolument génial, d'une créativité extraordinaire, d'une hypersensibilité, mais donc homosexuel, complètement hystérique. Hystérique? Ah, il était complètement hystérique. Il se mettait en scène sans arrêt. Il vivait avec un gamin qui était à taux pubère, alors que lui, c'est un papy. Des trucs complètement n'importe quoi. Mais ce qui n'enlève rien à son talent et à ses qualités, si vous voulez. Et en fait, c'est des gens qui vont... Alors, mais il a bien compris que c'était interdit par le DIP. Mais ça ne l'intéresse pas, et lui, il se donne le droit de faire autrement. Alors, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez plus de limites sociales, vous êtes créatif, c'est bien, mais il faut que vous fabriquiez vos propres limites. Et là, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui sont incapables. Et donc, ils vont empiéter sur les limites des autres. Et donc, là, on va avoir à faire des gens qui sont manipulateurs, pervers, manipulateurs, pervers. C'est les fameux pervers narcissiques. Et puis, on va voir les drogues, l'alcoolisme, les addictions diverses, et puis des gens qui vivent que pour l'émotionnel, hein. Et en particulier, alors à minima, vous avez les sports de glisse. Sport de glisse, hein, c'est-à-dire on est toujours à la limite du dangereux, quoi, de l'instabilité. Hein. Les gens qui sont à la limite, c'est quelque part les borderline, hein, c'est des états limites.
Alors, il y en a, c'est à peu près, je dirais, 20% de la population. Alors, ceci dit, ils sont intéressants. Moi, j'aime beaucoup les borderline. Parce que c'est des gens qui vous réservent sans arrêt des surprises. Et ils vont essayer. Alors, le problème, c'est qu'ils vont essayer sans arrêt de vous manipuler. Ah, docteur, ah, vous êtes extraordinaire. Oh là 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 là. Jamais j'ai rencontré un praticien comme vous. Et d'ailleurs, si dimanche vous êtes libre, venez chez moi, je vais vous faire des gaufres. C'est là où tu te dis, peut-être qu'elle ne va pas me faire que des gaufres. Voilà, oui, donc il faut, alors c'est là où il faut maintenir avec les borderline, il faut avoir la bonne distance. C'est-à-dire être suffisamment proche pour comprendre comment ils fonctionnent, s'intéresser à eux, les prendre en charge, etc. Mais quand même suffisant pour qu'ils ne vous manipulent pas trop. Et il y a toujours cette tendance envahissante manipulatrice du borderline. Juste une question. Oui. Du coup, comme c'est des gens conscients, Oui. eux, ils peuvent prendre le choix de se transformer en névrotique, par exemple. Parce qu'on Oui. dit toujours qu'un PN, il Oui, va alors le faire. borderline, en effet, ça veut dire que y en a des tas qui évoluent très bien et qui vont devenir névrotiques. C'est-à-dire, il y en a des, excuse-moi, il y a énormément de créatifs qui se sont donné des limites, qui ont bien compris qu'il y avait des limites, qu'ils avaient le droit d'explorer un petit peu en dehors de la boîte, mais que la boîte, elle est fondamentale quand même. Et puis il y en a d'autres qui ont lâché la rampe et qui sont devenus psychotiques. Voilà, il y en a basculé, mais ils ont quand même toujours une attitude un peu particulière. Le cas typique, c'est Steve Jobs, le patron d'Apple. Un gars absolument génial. Enfin, je veux dire, c'est l'inventeur de l'ordinateur personnel, hein, Steve Jobs. Absolument génial. Il a fait chier tout le monde, tout le temps. Enfin, vraiment, il a pris des options qui étaient complètement anti-commerciales. Enfin, bon. Et puis, surtout, il a eu une fille, et puis il n'a jamais reconnu sa fille. Enfin, bon, ça a été. Alors que la gamine, elle n'avait rien fait, quoi. Et elle demandait qu'elle aimait son père. Enfin, vraiment, pas logique, tu vois. Tu te dis, mais il y a une souffrance dessous. Et alors, les borderline, vous avez compris que les borderline, c'était les poumons. Et que derrière cette problématique, derrière cette créativité, ce refus de la boîte, fondamentalement, il y a une problématique identitaire en souffrance. Il y a une identité souffrante. Alors c'est des gens qui vont rapidement envahir votre cabinet, parce que vous les écoutez, vous êtes gentils, vous essayez de les aider, tout, puis en fait, ils aiment bien que vous vous occupiez d'eux. Puis ils sentent que, quelque part, ils peuvent vous manipuler, ils peuvent obtenir des passes droits, des machins, des trucs, ça les amuse, en plus ils jouent avec vous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas consciemment face à leur souffrance. Mais eux, ils ne sont pas malades, c'est le monde qui est malade. Petite nuance. Ok. C'est le monde qui ne va pas. Donc là, il ne faut pas trop les jouer en Oméo parce que. Si, ça marche. Alors, si, l'Oméo marche très bien sur eux, ça leur remet les pieds dans les chaussures. Alors les bons remèdes parce que. Il faut donner les bons remèdes, mais alors ça marche très bien sur eux, ça va les recadrer. Mais comme ils sont fragiles et qu'en fait ils sont construits un peu sur du sable, il va falloir leur tenir la main et puis leur repasser des remèdes périodiquement justement pour les consolider, parce qu'ils sont construits sur quelque chose de fragile.
Mais au contraire, on a des très très bons. Et d'ailleurs, généralement, comme ils sont intelligents, ils comprennent bien que ça les aide et ils demandent. Et là aussi, si tu veux, la difficulté, c'est toujours avoir la bonne distance. Être suffisamment proche pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a, comment il fonctionne, etc. Mais éviter la manipulation, rester objectif. Alors ça vous laisse rêveur tout ça. Non, rêveuse. C'est important quand le patient